Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de SportMag depuis le Salon des Mers, plateau où se succèdent différents acteurs du sport qui viennent promouvoir leur discipline, mais aussi parler de leur implication, de leur imbrication dans les collectivités et les territoires. Aujourd'hui, on va parler écologie parce que le sport est aussi un acteur majeur dans la lutte pour le développement durable et on va faire ça à travers la Fédération française d'aviron. Je vous présente mes invités. Il y a d'abord Yves Masson. Yves Masson qui est de la CNR. Alors la CNR, Compagnie nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie exclusivement renouvelable. C'est ça, comme ça qu'on peut dire? Exactement, voilà. Donc on en est très fiers et aujourd'hui d'avoir ces énergies intermittentes qui produisent de l'énergie en complément de ce qui manque dans cette période-là. C'est un moment essentiel et on est très fiers d'être partenaire de la Fédération d'aviron qui s'engage aussi sur l'environnement et dans des pratiques éco-responsables du sport. Et à vos côtés, il y a Margot Boulouet, vous êtes rameuse médaillée à Tokyo, félicitations pour ça. Vous allez nous parler de votre expérience sur les fleuves et si j'ai bien compris, l'ennemi c'est le plastique. Effectivement, le plastique est présent partout et je suis fier de faire partie d'une fédération effectivement, qui s'engage aussi sur la protection de l'eau et de l'environnement. Et à côté de moi, Pierre Trichet, président de la commission développement durable de la Fédération française d'aviron. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, le développement durable, c'est au cœur du projet fédéral de la Fédération française d'aviron. Et on peut dire que l'aviron et le développement durable, ils ont un ADN commun. Et on se doit d'être exemplaire dans ces domaines et de proposer à tous nos licenciés, tous nos adhérents de l'aviron, bien sûr, parce que c'est notre cœur de métier, mais pas que ça. Également de pouvoir répondre aux grands enjeux sociétaux auxquels on a à faire face. Alors avec la Fédération d'aviron, vous êtes en première ligne, si on peut dire. Donc ce projet d'orientation sur le développement durable, comment il s'articule à l'intérieur de la fédération? Alors effectivement, on est en première ligne parce que l'aviron occupe tous les milieux d'eau, hein, donc les rivières, les lacs, les fleuves et puis également le littoral parce qu'on peut pratiquer en mer. On est également des observateurs permanents de l'environnement parce que l'aviron c'est un sport exigeant qu'on pratique tous les jours et que les rameurs observent, sont des lanceurs d'alerte permanents. Donc voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, à travers la fédération, à travers vos athlètes, pour lutter pour ce développement durable? On met en place des actions très concrètes. Alors tout d'abord, d'éducation à l'environnement, hein, destinée principalement aux plus jeunes. Donc là, concrètement, c'est la réalisation d'une mallette pédagogique qui lie découverte du sport et observation de la faune et de la flore. On a également un programme qui s'appelle Rame en 5e se jette à l'eau. Donc là, c'est oui, voilà ça. Donc Rame en 5e, c'est aller dans les collèges pour promouvoir l'aviron et se jette à l'eau, c'est dire que l'aviron se pratique sur l'eau, bien évidemment, mais surtout d'avoir une éducation à l'environnement autour du cycle de l'eau et des pollutions. Voilà. Parce que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre société française, notamment auprès des plus jeunes, cette éducation, elle n'a pas été faite. Bien sûr, il faut qu'on lie le sport et on va dire ses produits dérivés. Alors là, je ne parle pas de plastique, mais je parle d'éducation à l'environnement et on a vraiment un rôle à jouer et ça permet à la fédération d'exister dans un champ autre que le sport, de nous donner une autre dimension. Et quand on voit l'urgence des questions qui sont posées à l'humanité, à la société française en particulier, il faut s'impliquer et la fédération française se jette à l'eau, en tout cas est pleinement investie dans ses missions. Yves Masson, vous avez des chiffres peut-être à nous donner? La pollution des espaces marins, c'est quelque chose d'assez énorme quand même. Alors bien évidemment, le cœur de notre métier c'est le fleuve Rhône et on souhaitait connaître un peu la dynamique des plastiques et on a été mécène de la fondation Tara Océan
qui est dans les années 2020 est parti 2 ans dans les mers étudier les plastiques dans les océans. Et en fait, suite à leurs études, on s'est rendu compte que 80% des plastiques dans les mers proviennent des fleuves et des rivières. Donc on voit bien la responsabilité majeure, entière, des habitants, des collectivités qui bordent riveraines des fleuves et des rivières dans la production de plastique et l'importance de soutenir des politiques publiques fortes dans la réduction du plastique, en tout cas sur nos fleuves. Donc c'était quasiment un partenariat naturel avec Alors oui, parce que nous on est une entreprise à capitaux publics et on a de gros programmes liés à la biodiversité, restauration du cours du fleuve. Et donc nous c'était important que nos ingénieurs environnement connaissent bien la dynamique des plastiques. Et donc à ce titre-là, avec Tara Océan, en 2020, pendant les élections municipales, on a créé une charte des fleuves sans plastique où les élus se sont engagés à travailler sur la question des plastiques. Et cette charte est régulièrement, on va dire, regardée, améliorée avec un comité de pilotage où il y a l'ADEME, le ministère de l'écologie, Voies navigables de France, d'autres institutions. Et ça nous semblait important aussi, au-delà des élus et des institutions signataires de cette charte, de pouvoir avoir quelque part des vrais gens, des gens qui sont sur l'eau au quotidien, comme les athlètes de la Fédération d'Aviron, pour témoigner, renforcer et donner du poids à cette charte des fleuves sans plastique. Pour réduire l'impact du plastique sur les espaces marins, la seule solution, elle est humaine? Elle est humaine, mais enfin oui, parce que de toute façon, l'humain commande l'industriel, l'humain commande les politiques publiques, donc ça bien passe par l'homme, ça passe par la réglementation, par l'éducation, donc par exemple ce que va faire la Fédé d'Aviron avec les enfants, les scolaires, et ça passe par les collectivités, puisque c'est bien les collectivités qui peuvent déterminer des politiques publiques fortes sur la réduction de l'utilisation de l'espace public, enfin du plastique sur l'espace public, puisque in fine ce plastique-là, au bout d'un moment, il se retrouve dans l'eau et dans la mer. Alors vous, Margot, vous vivez ça tous les jours, malheureusement. Alors c'est plutôt heureux parce que vous êtes sur l'eau, mais vous rencontrez des éléments contraires, des éléments plastiques qui vous gênent finalement dans votre pratique. Effectivement, en tant que rameuse, je suis quasiment tous les jours sur l'eau. Alors personnellement à Nogent-sur-Seine, donc la Seine en amont de Paris qui reste un fleuve assez sauvage, assez naturel. Et malheureusement, on constate quotidiennement lors d'entraînement des détritus plastiques ou autres, parfois des caissons de verre ou des choses qui n'ont pas lieu d'être dans un tel site en fait. Et ça c'est dommage. C'est vraiment dommage et ça peut occasionner des fois de la gêne vraiment très concrète quand ça se coince sur la dérive du bateau ou dans les avirons. En plus d'être une pollution, c'est vraiment gênant. Alors il y a une gêne technique, il y a une gêne morale aussi. Effectivement, technique, heureusement c'est quand même assez rare, mais morale oui, je trouve ça scandaleux qu'on trouve autant de détritus aujourd'hui dans des sites naturels, qu'ils soient sportifs ou tout simplement ouverts au grand public. Ce sont des sites qui doivent être protégés et c'est pour moi le défi de tous. Ça veut dire, à votre niveau, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour contrer ça? Alors à mon niveau et celui de mon club, plus précisément, personnellement déjà en tant que sportif de haut niveau, je trouve que de par la médiatisation ou des fois l'image qu'on peut donner aux autres, on se doit d'être exemplaire. Et personnellement, de toute manière, c'est quelque chose en lequel je crois. Donc ce n'est pas du tout une contrainte, bien au contraire. Mais également à l'échelle du club, des actions vraiment concrètes sont mises en place, notamment qui sont soutenues par la fédération, donc des opérations de nettoyage des berges qui ont lieu plusieurs fois par an en fonction des acteurs, qui soient à l'échelle de la ville ou à l'échelle de toute la vallée de la Seine ou nationale, et donc auquel le club participe et auquel je participe également. Et alors je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, mais on trouve beaucoup de plastique sur ces journées, sur ces activités, et également aussi des actions plus de recherche, comme effectivement le partenariat avec Tara Océan. Mon club a accueilli l'année dernière des lycéens qui sont venus faire des séances d'aviron et également de sciences participatives sur lesquelles la concentration en microplastique dans la Seine avait été mesurée et ils en avaient trouvé plus que ce à quoi ils s'attendaient. Donc aujourd'hui, voilà, le défi est de
comment retrouver moins de microplastiques dans nos fleuves. Il y a une autre action aussi qui se pratique, je ne sais pas si vous la pratiquez, mais c'est récupérer l'eau de pluie pour nettoyer ces bateaux. Ça aussi, effectivement, ça va effectivement. Alors ça, ce sont des tout petits gestes, mais répétés au quotidien. Tous les jours après une séance d'aviron, on nettoie nos bateaux. Et plutôt que de prendre un jet d'eau et d'asperger le bateau, ce qui, additionné sur le nombre de bateaux, le nombre de séances à l'année, représente un volume d'eau énorme, on récupère l'eau de pluie qui tombe sur les bâtiments du club. Et avec un petit seau et une éponge, ça permet de nettoyer son bateau sans gaspiller la ressource. Montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est exactement. Bien. Pierre, on a bien saisi les enjeux. Avec la proximité des Jeux Olympiques qui arrivent, c'est là aussi où il va falloir montrer la puissance de la Fédération d'aviron dans cette lutte-là. Alors effectivement, la Fédération d'aviron, elle est engagée sur les grands événements. Alors on accueille dans la perspective des Jeux Olympiques, pour s'entraîner nous aussi en tant que fédération, des événements mondiaux. On en a accueilli l'an dernier à Libourne avec les championnats du monde master, les vieux, voilà, donc l'événement a été certifié selon la norme AFNOR 20121, qui est le top niveau de ce qui existe en termes de certification. Par exemple, Roland Garros, donc l'aviron l'a fait également. Et puis on vient de signer avec le ministère la charte des 15 engagements éco-responsables pour ces grands événements. En l'occurrence, donc on aura les championnats d'Europe junior à Brive, les championnats du monde junior à Vers-sur-Marne et les championnats du monde de beach rowing à la Seine-sur-Mer et les championnats du monde indoor, l'aviron en salle sur ergomètre à Paris. Donc on s'engage pleinement dans ce domaine avec nos partenaires, parce que le développement durable, c'est aussi du partenariat. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui sont dans cette charte ? Alors par exemple, c'est tout ce qui touche, alors on a parlé des plastiques, c'est la non-utilisation de bouteilles plastiques et plutôt des gourdes. Également sur l'aviron indoor en salle, on réduit les consommations d'énergie en baissant le chauffage. À Vers-sur-Marne, ça va être des opérations de tri des déchets sur site pour la restauration, des toilettes sèches. Et on mène actuellement un projet innovant également pour tenter d'alimenter le site de Vers-sur-Marne avec de l'hydrogène vert. Et là, pour l'instant, c'est un projet. Alors le zéro déchet n'existe pas, mais c'est un objectif vers lequel il faut tendre. C'est ça, notamment c'est faire au mieux, faire au mieux et être dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Je reviens vers vous, Yves, on en a discuté un petit peu avant. La solution, on l'a dit, elle est évidemment principalement humaine. C'est quoi ? C'est l'éducation ? C'est par là que tout va passer ? Je pense que c'est l'éducation forcément, puisque les enfants sont très sensibles à ces programmes dans les différents sports qui les appliquent. Je pense qu'aussi c'est les politiques publiques très fortes. Donc c'est bien aux élus locaux, à l'État de pousser les réglementations, et puis après dans la capacité de les faire, de les mettre en œuvre avec par moment, on va dire des petites sanctions pour les gens qui ne jouent pas le jeu. Et donc avec toutes ces facettes-là, on peut arriver à faire bouger les choses. Là, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur, c'est-à-dire que nous, en tant qu'entreprise, on va dire à capitaux publics, on est sponsor de l'équipe de France d'aviron, donc bien sûr c'est Paris 2024, mais l'idée c'était d'avoir un supplément d'âme avec une fédé qui était engagée aussi sur des problématiques de la biodiversité, d'éco-responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de manière obsessionnelle avoir des résultats à Paris 2024, c'est aussi apporter quelque chose de plus durable avec soutenir des programmes pédagogiques, notamment de la fédé d'aviron. Et je pense que voilà, en tant que partenaire, de pouvoir avoir ces deux facettes dans le soutien d'une fédération, c'est quand même très, très sympa et très porteur en interne et très remarqué par les collectivités aussi.
Alors vous êtes de la Compagnie nationale du Rhône, donc vous êtes proche géographiquement de la Suisse. Pourquoi ce qui marche en Suisse, après arrêtez-moi si c'est un cliché, mais pourquoi ce qui marche en Suisse ne marche pas en France? Alors, déjà la Suisse, il y a une tradition, on va dire, qui tire un peu sur la culture germanique, hein, de respect de la nature. Après, aussi, il y a un petit peu de sanctions. C'est-à-dire qu'en Suisse, si vous vous baladez à Genève et que vous balancez vos papiers et vos mouchoirs par terre, il se peut que ça se passe très mal, hein, et que ça soit un PV. Donc voilà, ce que je pense, la Suisse a beaucoup d'avance là-dessus. Les pays germaniques, les pays scandinaves aussi sont vraiment en pointe sur ces problématiques. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui... Ce sont que des pays qui nous entourent, mais chez nous, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, alors je pense que ça fonctionne bien par endroits et très mal par ailleurs. C'est-à-dire que la France n'est pas homogène. Il y a des endroits, des collectivités, notamment pendant les vacances, où on se rend compte qu'un dimanche soir, vous partez de la plage, c'est nickel. Et puis, 100 km à côté, c'est un champ de ruines. Voilà. Et donc, voilà, il y a des environnements locaux, et je pense que la France n'est pas du tout homogène dans le traitement de ces sujets-là, quoi. Est-ce que globalement, vous avez le sentiment quand même que la situation s'améliore, elle stagne, elle empire? Il faut être optimiste. On va dire qu'elle s'améliore, mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à l'échelle de la société. Et nous, en tant que fédération sportive, on est interpellés pour intervenir sur ces champs, mais par nos sociétaires et également par nos partenaires. Donc ça s'améliore pour tout ce qui est propreté des sites de pratique. On a des exemples où les pollutions ont été des freins majeurs au développement de notre sport, donc on met tout en œuvre pour que nos sites de pratique, c'est le fondement de notre pratique, soient propres, accessibles pour tous, parce qu'on est, je dirais, c'est des milieux qui appartiennent à tous et pas qu'à la fédération d'aviron, bien sûr. Margot, vous avez ramé à Tokyo. Alors, racontez-nous l'expérience, parce que dans l'imaginaire collectif, m'arrêterez si c'est faux, on a le sentiment, et c'est vrai que moi je le vois à travers le football, où les supporters, souvent asiatiques, quand ils vont dans un stade derrière, ils nettoient les détritus. Comment c'était à Tokyo? Tokyo, c'était effectivement c'était nickel, il n'y a pas d'autre chose à dire. On n'a pas vu pendant les un peu plus de 2 semaines qu'on était sur place un seul détritus en dehors d'une poubelle. Et la population là-bas, je pense, est exemplaire. Bon, le contexte sanitaire fait qu'on n'a pas tellement pu visiter la ville, seulement les sites sportifs. Mais je pense effectivement qu'on peut s'inspirer d'eux, parce que le modèle qu'ils ont mis en place, comme nos voisins européens d'ailleurs, fonctionne vraiment très très bien. Mais ça va des athlètes, mais ça va aussi des spectateurs. Ah oui, tout absolument, le monde s'y met. Absolument tout le monde. Et encore une fois, quand on arrive sur un site qui est extrêmement propre, le moindre déchet se remarque, et du coup ça incite tout le monde à faire encore plus attention, même si justement on vient d'un pays où les choses sont malheureusement nettement moins propres, nettement moins ordonnées, et du coup ça se remarque. C'est-à-dire que la volonté politique, c'est aussi un point de départ finalement. Tout à fait, on est soutenu par les collectivités publiques, parce qu'on est ces fameux observateurs permanents, ces lanceurs d'alerte, et également par nos partenaires, alors la Compagnie nationale du Rhône, et puis également le deuxième partenaire, la Maïf, qui s'engage de manière forte et concrète au travers de son programme Maïf Sport Planète. Donc il y a vraiment un engagement et un intérêt de tous pour vivre au mieux sur notre planète. Comment vous les voyez, ces JO 2024 qui arrivent? Il va y avoir beaucoup de compétitions, notamment sur la scène que vous connaissez bien. C'est la mobilisation de tout un pays, et pour l'aviron, c'est la mise en valeur du site exceptionnel de Vers-sur-Marne, pour lequel on doit tout mettre en œuvre pour être une vitrine aux yeux de tous, et vitrine sportive, en ayant des médailles si possible, mais également une vitrine éthique, et une éthique de notre éco-responsabilité. Est-ce qu'il y a des pratiques que vous avez vues chez d'autres athlètes que vous aimeriez pouvoir transposer ici et que pour l'instant vous ne pouvez pas? Des pratiques dans le sport,
pures, je dirais, c'est déjà un sport nature, l'aviron. Donc tout le monde, tous les athlètes, je pense, sont déjà très sensibilisés à la conservation, la pratique et la mise en valeur de leur lieu de pratique sportive. Après, ce qui reste encore assez compliqué, je vois au niveau de mon club, ça reste des investissements qui parfois sont lourds, notamment changer tout le parc de ce qu'on appelle les bateaux de sécurité, passer d'une propulsion thermique à une propulsion électrique. C'est en cours. Mon club a déjà fait l'acquisition d'un petit bateau électrique, mais ce sont des gros investissements et à l'échelle de clubs où tout le monde est bénévole, ça reste encore compliqué, mais les choses avancent. La technologie peut aider aussi, mais comme vient de le dire Margot, l'argent peut être un frein. Alors l'argent, bien sûr, c'est important et nous, par exemple, on soutient quelques programmes d'un club à Lyon qui essaye de faire de la motorisation électrique, mais je pense qu'aussi le vrai champ, vous en parliez, c'est les événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un endroit où quand même il y a des signaux éducatifs, c'est quand vous êtes dans des grands événements sportifs. Et il y a les grands événements sportifs aujourd'hui qui n'ont plus, on va dire, de goodies plastiques, qui n'ont plus de restauration, de boissons avec des supports plastiques. Voilà, et donc on voit bien que sur des grands événements sportifs accessibles au grand public, aujourd'hui il y a des événements qui commencent à basculer, jouer le jeu, pour deux raisons, hein, parce que c'est important pour leurs partenaires qui ont un certain niveau d'exigence, et puis aussi pour les collectivités aujourd'hui qui ne donnent plus d'autorisation sur la voie publique de certains événements qui ne sont pas engagés dans ces chartes du ministère des Sports, qui récupèrent ou qui trient mal les déchets. Donc voilà, je pense que l'événementiel sportif a quand même un pouvoir très important. Et bien évidemment, les partenaires, c'est plus facile de rajouter un peu financièrement pour accompagner ce genre de montée en puissance vertueuse que de rajouter un peu plus sur, on va dire, de la signalétique ou de la visibilité, quoi. Et vous me voyez venir ou pas? Pardon? Vous me voyez venir ou pas? Tout doucement. D'accord. Vous m'avez parlé des grandes compétitions qui jouent le jeu de l'écologie, du développement durable. En ce moment, il y a une Coupe du Monde de football avec des stades climatisés. Alors comment vous réagissez, comment vous voyez ça de votre fenêtre? Voilà, disons que... On va dire que ça va dans le bon sens. Je pense que simplement, tout le monde a parlé du Qatar dans les médias. Moi, je pense que quand même, les premiers responsables, c'est ceux qui ont décidé et qui ont choisi. Donc, la mobilisation qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'il aurait été plus judicieux de l'avoir il y a quelques années au moment du choix. Certes, mais quand on est acteur de l'écologie et qu'on voit ça, ça va faire un petit peu mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur, mais de la même façon, quand vous regardez Pékin, 100% de canon à neige les Jeux d'hiver, avec une montagne pelée, ouais, c'est quand même assez terrible, en sachant qu'il y a des sites qui s'y prêtent plus. Comment dire, le système est tellement puissant que si c'est pas pris en amont des décisions, une fois que les dés sont jetés, la machine est inarrêtable. Et puis il va y avoir des Jeux Olympiques en Arabie Saoudite aussi, donc là aussi on va être dans des structures un petit peu montées comme ça et surtout pas écologiques. Ça veut dire que même si en France et via la Fédération d'aviron on est sensible à cette cause majeure, ce n'est pas le cas partout dans le monde quand même. Effectivement. Et notamment au niveau des organisateurs comme le rappelle Yves. Effectivement, et c'est de manière évidente, c'est pas un bon signal parce que les gens vont faire l'amalgame entre ces événements qui sont, on peut dire, non écologiques ou en termes d'image, et l'image du sport en général, et c'est tout autre chose. Hein. Dans nos pratiques quotidiennes, c'est encadrer des jeunes. Alors après, au niveau énergétique, parce que c'est de ça dont il s'agit au Qatar ou en Arabie Saoudite, on peut dire que la fédération française, elle fait autre chose. Par exemple, en réduisant le chauffage au minimum pour les championnats indoor qui ont lieu en hiver. Voilà. En tout chacun cas, apporte sa pierre à l'édifice. Je pense qu'il serait terrible, c'est qu'avec l'exemple du Qatar, avec les exemples des Jeux de Pékin, c'est qu'aujourd'hui, les attributions de grands événements sportifs puissent continuer dans la même logique. Voilà, et donc là, le Qatar, on paye des décisions d'il y a plusieurs années. Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour du Qatar, aujourd'hui, le monde est un petit peu plus sensible à ça?
Moi j'ai le sentiment qu'avec le fait d'attribuer les Jeux à l'Arabie Saoudite, on n'est pas sur le bon chemin, quoi. Alors l'Arabie Saoudite, si j'ai bien suivi, en fait, c'est les Jeux asiatiques. C'est-à-dire, en gros, ça s'adresse à l'Asie et pas du tout à l'Europe, donc l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, avec le Qatar, ils sont dans une espèce d'inflation de soft power à travers le sport. Voilà, on peut arriver à toutes les dérives. Après, bon ben, je veux dire si déjà il y a des bons signaux très positifs en Europe, il faut espérer que ça fasse tache d'huile, les États-Unis. Voilà, et donc aujourd'hui, on voit bien que les fédérations internationales vont quand même avoir beaucoup la pression suite à ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on va dire socialement, les gens, on va dire, les plus défavorisés qui ne sont pas à l'origine de ces choix puissent être sanctionnés par rapport à un spectacle sportif avec des choix qui leur incombent pas. Mais effectivement, je pense que cette espèce de remue, de tohu-bohu médiatique, ça va faire réfléchir, enfin je l'espère sincèrement, et puis surtout ça va faire réfléchir les sponsors, parce que pas d'événement sans sponsors, et donc si les sponsors demandent des engagements forts, forcément les organisateurs seront obligés de suivre. Et je pense qu'aussi je veux dire, la plupart des entreprises sont engagées dans des politiques RSE, développement durable fortes. Ouais, du coup, il y aurait une dichotomie. Ouais, et donc, à un moment, ça va être difficile de soutenir des événements, on va dire, un peu effroyables au niveau éco-responsabilité, quoi. Le mot de la fin, pour vous? C'est que ce qu'on vient de parler, on constate qu'il y a quand même encore malheureusement des prises de conscience à plusieurs vitesses, en fait. Et ce serait bien que la tendance en Europe, je pense, s'améliore. Et ce serait bien que ça s'accélère pour tout le monde et surtout à l'échelle mondiale. Bon, en tout cas, vous montrez l'exemple par vos actions, vos pratiques, vos engagements. Donc voilà, je vous remercie et exemple à suivre, évidemment. Et nous, on vous dit à très vite sur le plateau de SportMag.